C'est la crise. Eh bien, cette phrase, on l'entend énormément dans les actualités depuis les années 80. Mais qu'est-ce qu'elle veut bien dire? Tout d'abord, il faut savoir distinguer la crise financière et la crise économique. La crise financière survient dans la sphère monétaire et financière. Elle affecte ainsi le prix des actifs financiers, comme le prix des actions ou des obligations. A contrario, la crise économique affecte la sphère réelle, l'économie réelle. Elle touche ainsi le niveau de la production économique, le niveau de l'emploi, du chômage. Elle fait profondément baisser les PIB. Une crise financière peut déboucher parfois sur une crise économique, et ce par l'intermédiaire des banques. Ainsi, lorsque survient suite à une crise financière une forte instabilité bancaire, les crédits diminue, la demande diminue, ce qui fait baisser la production et les PIB. Mais ce n'est pas, encore une fois, systématique. Attention. Parmi les fameuses crises financières et économiques, on peut noter la crise de 1929. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. La crise de 1929 fait suite aux années 20, qui, aux États-Unis, furent une période de prospérité économique. Les Américains, notamment les plus modestes, étaient encouragés à acheter des actions via un système d'endettement appelé le système des call loans. Néanmoins, le 24 octobre 1929, patatrac. C'est-à-dire que le cours des actions chute profondément, les gros opérateurs financiers vendent tous leurs titres et survient alors un krach boursier. Ce krach boursier s'est ensuite transmis à l'économie réelle car il a provoqué la faillite de nombreuses entreprises et de nombreuses banques. Notez bien ainsi l'ordre de cette crise de 1929. C'est tout d'abord une crise boursière qui a provoqué des difficultés auprès des banques, ce qui a ensuite provoqué une crise immobilière. A contrario, la crise de 2008, elle, s'est opérée dans un sens inverse. C'est-à-dire que c'est une crise qui a d'abord eu lieu sur le marché immobilier, qui s'est ensuite transmis aux banques, ce qui a provoqué un krach boursier. Petit rappel sur cette crise de 2008, celle qui a à peu près le même âge que vous. La crise de 2008 trouve ses racines dans la période allant de 1997 à 2005. Cette période durant laquelle les banques américaines ont accordé les fameux crédits dits subprimes. Ces crédits subprimes ont été accordés aux ménages américains, notamment les plus modestes, selon la formule 2,28. Cela signifie quoi? Cela signifiait que les crédits accordés s'opéraient selon 2 années avec des taux d'intérêt promotionnels, suivis de 28 autres années qui, eux, étaient accordés avec des taux d'intérêt réels. Les banques, pour disperser le risque, ont ensuite transformé les créances détenues en des titres sur les marchés financiers. C'est ce qu'on a appelé la titrisation. Petit problème, en 2006, l'année du fameux coup de tête, on a noté la multiplication des défauts de remboursement de ces ménages américains. Conséquence, la valeur des créances titrisées, c'est-à-dire transformées en titres sur les marchés financiers, ont profondément chuté. En 2007, on note ainsi, en conséquence, une difficulté des grosses banques et des fonds d'investissement américains. Résultat, en 2008, la banque Lehman Brothers fait faillite. Cette faillite de Lehman Brothers a totalement bloqué le marché interbancaire, ce marché sur lequel les banques s'échangent de la monnaie entre elles, ce qui a provoqué l'effondrement de la bourse, un krach boursier qui s'est transmis à l'économie réelle, faisant ainsi chuter les différents PIB nationaux. Mais pourquoi et comment éclatent ces bulles spéculatives, comme en 1929 ou en 2008? Tout d'abord, notons la définition d'une bulle spéculative. Une bulle spéculative survient lorsqu'il y a un fort écart entre la valeur d'un actif financier, comme d'une action, et la valeur réelle ou la valeur fondamentale de cette action. Qu'est-ce que la valeur réelle ou la valeur fondamentale? C'est la somme des revenus que ce titre peut générer. En l'occurrence, si l'on parle des actions,
ce sont tous les dividendes que vont pouvoir obtenir les actionnaires grâce aux bénéfices des entreprises. Une bulle finit par éclater quand un événement signale ce fort écart, cette forte déconnexion, ce qui provoque ensuite une vente massive de titres de la part des actionnaires. Et cette vente massive de titres fait totalement chuter le cours de ces actions. Mais pourquoi ces bulles n'ont-elles de cesse de se former? Ici, un auteur, John Maynard Keynes, nous explique que c'est parce que les spéculateurs sont guidés par les esprits animaux. C'est-à-dire que les spéculateurs agissent par des comportements mimétiques, qu'ils s'imitent, qu'ils agissent par conformisme. Pourquoi? Eh bien parce que chaque spéculateur se dit qu'autrui est mieux informé que lui, se dit également qu'il est préférable de suivre l'opinion de la majorité. Ici, John Maynard Keynes utilise une image, celle des concours de beauté organisés par les journaux américains. Dans ces concours de beauté, eh bien, le vainqueur était celui qui sélectionnait les 6 plus jolis visages parmi une centaine et dont la sélection se rapprochait le plus de la sélection moyenne opérée par l'ensemble des participants au concours. Dès lors, à l'image de ces concours de beauté, à la bourse, le spéculateur prend plutôt ses décisions, non pas en fonction de ses propres préférences, mais en fonction des préférences qui seront les plus partagées entre les différents spéculateurs présents à la bourse. Un autre auteur, Robert Merton, explique, lui, les bulles spéculatives par les prophéties autoréalisatrices. Ces prophéties surviennent quand une définition fausse d'une situation engendre des comportements qui font que cette définition finit par être vraie. Exemple avec la crise de 1929. Les spéculateurs partageaient une vision erronée de la situation, celle que le cours des actions allait augmenter. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils pensaient que les bénéfices des entreprises allaient exploser. Néanmoins, la valeur fondamentale des titres était faible. Ensuite, du fait de ce partage d'idées, eh bien, les spéculateurs ont acheté massivement des titres. Et c'est cet achat massif de titres qui a provoqué la hausse du prix des titres sur les marchés. Quand la bulle éclate, on note tout d'abord des paniques et des faillites bancaires. Pourquoi? Eh bien, parce que lors des phases d'euphorie, lors des phases de spéculation, les banques accumulent de leur bilan des titres et des créances risquées. En effet, elles accordent des prêts à des ménages qui sont vulnérables économiquement et elles spéculent en achetant des produits financiers toxiques. Dès lors, lors des phases de crise, on assiste à une dégradation du bilan des banques. Certains prêts accordés ne leur sont pas remboursés et les produits financiers qu'elles ont acquis dans leur bilan voient leur valeur chuter. Le cours de ces produits chute. Cette dégradation du bilan des banques peut conduire à 2 risques. Le risque de la bank run et le risque de la faillite bancaire. La bank run ou panique bancaire, c'est lorsque les particuliers se ruent vers le guichet de leur banque pour retirer leurs économies, car ils ont peur que leur banque devienne insolvable. Le problème, c'est que ces retraits massifs d'économies peuvent conduire bel et bien les banques à devenir insolvables. On peut prendre pour exemple la banque Northern Rock en Angleterre lors de la crise de 2008. Suite à un prêt de la Bank of England à cette banque, les épargnants britanniques étaient très inquiets et se sont rués vers les guichets de la Northern Rock. Deuxième risque, les faillites bancaires. Les faillites bancaires surviennent lorsque les banques n'ont plus les liquidités nécessaires à leurs activités, ne peuvent plus faire face à leurs engagements. Ce risque de faillite bancaire est particulièrement grave pour les banques qui présentent un caractère systémique. Les banques qui présentent un caractère systémique sont celles dont les difficultés peuvent se propager à l'ensemble du système financier
et ce par effet domino. Prenons un exemple, celui de la banque Lehman Brothers en 2008, qui au moment de sa faillite avait accumulé une dette de plus de 600 milliards de dollars. Cette dette non remboursée a bien eu des effets négatifs sur le bilan de plein d'autres banques. La crise financière se transmet ensuite à l'économie réelle, c'est-à-dire à un ensemble d'activités de production de biens et de services hors du monde de la finance, et ce par 3 vecteurs. Le premier vecteur, c'est l'effet de richesse négatif. En effet, en période de crise financière, les ménages voient leur richesse diminuer, la valeur de leur patrimoine diminuer, qu'il s'agisse du patrimoine immobilier ou du patrimoine financier. Dès lors, les ménages ne vont plus consommer, ils vont plutôt avoir tendance à épargner. Cette baisse de la consommation des ménages réduit la demande adressée aux entreprises qui vont donc moins produire et les différents PIB nationaux vont donc chuter. Le deuxième vecteur de la propagation de la crise, c'est la contraction du crédit. En effet, en temps de crise, les banques sont frappées par le non-remboursement des crédits accordés. Elles vont donc subir de nombreuses pertes. Ainsi, on assiste à un blocage du marché interbancaire, ce marché sur lequel les banques s'échangent de la monnaie centrale entre elles. De même, les banques peuvent être frappées par la fameuse ruée au guichet. Ainsi, en manque de liquidité, les banques ne vont plus accorder des crédits et faire augmenter les taux d'intérêt. De facto, on assiste à une baisse des investissements des entreprises, à une baisse de la consommation des ménages, ce qui fait donc diminuer la demande adressée aux entreprises qui vont donc moins produire et on assiste de nouveau à une chute des fameux PIB. Le troisième et dernier vecteur de propagation de la crise, ce sont les ventes forcées. En effet, en temps de crise, les agents économiques, entreprises, banques et ménages souhaitent rembourser leurs emprunts et pour ce faire vont vendre leurs actifs, actifs immobiliers ou actifs financiers. Ces agents souhaitent vendre leurs actifs, surtout qu'ils observent bien que la valeur de ces actifs a tendance à chuter en période de crise. Et ils anticipent que de nouveau, la valeur de ces actifs va ensuite chuter. Le problème, c'est qu'en se comportant ainsi, en souhaitant vendre leurs actifs, ils participent eux-mêmes à la chute de la valeur de ces actifs. Ainsi, la valeur réelle de leur dette finit par augmenter suite à ce comportement de vente d'actifs. Un auteur, Irving Fisher, résume ce principe par le terme de déflation par la dette. Ces ventes forcées vont affecter également la valeur des collatéraux. Les collatéraux, ce sont ces actifs qui garantissent le risque de crédit. Ces actifs qui sont obtenus par le créancier si le débiteur ne peut pas rembourser le prêt qui lui a été accordé. Un exemple, en 2008, les collatéraux étaient les biens immobiliers. En effet, les banques pouvaient saisir les biens immobiliers si le crédit subprime accordé aux ménages américains n'était pas remboursé. Le problème, c'est que du fait de la chute de la valeur des biens immobiliers, même si un ménage américain ne pouvait pas rembourser le crédit, la banque, en saisissant le bien immobilier, ne récupérait pas totalement le montant de sa pièce, la valeur de ce bien immobilier ayant chuté depuis l'accord du crédit. Vous l'aurez compris, les crises financières ont de fortes répercussions sur l'activité économique, la production économique, les PIB et donc sur le chômage. C'est en partant de ce constat que les différents gouvernements nationaux ont souhaité réguler le système financier et le système bancaire, et ce par 2 volets, le volet de la réglementation et le volet de la supervision. Les autorités nationales
ont ainsi souhaité baisser le risque d'aléa moral de la part des banques. L'aléa moral, c'est une modification de comportement de la part d'un agent qui sait qu'il n'en paiera pas les conséquences. Ainsi, si on prend l'exemple des crises économiques, en période de crise économique, la Banque centrale joue son rôle de prêteur en tant que dernier ressort. Ce prêteur en dernier ressort accorde des liquidités aux banques afin d'éviter la faillite, afin d'éviter l'effet domino. Néanmoins, les banques, se sachant sauver à chaque reprise, dès lors que surviennent des difficultés financières, vont prendre davantage de risques via l'accord de crédit risqué, via l'achat de produits toxiques, car elles savent qu'elles seront sauvées. Ce risque d'aléa moral est particulièrement présent pour les banques dites too big to fail. Ces banques présentent un caractère systémique, c'est-à-dire qu'il s'agit de banques dont la taille et l'interdépendance avec les autres banques fait que leur faillite aura des conséquences sur l'ensemble du système financier. Ces banques too big to fail savent très bien qu'elles seront sauvées par le prêteur en dernier ressort que constitue la Banque centrale et sont donc plus à même de prendre des risques importants. Pour réguler le système financier, on a donc mis en place des normes dites de solvabilité. La solvabilité, c'est la capacité d'un agent économique à respecter ses engagements et ce à tout moment. Ainsi, ces normes de solvabilité sont également appelées règles prudentielles. Ces règles prudentielles ont un objectif, celui de permettre aux banques de respecter leurs engagements, certes, mais également d'être résistantes face aux chocs économiques et de ne plus avoir à demander de l'aide à la Banque centrale lors des crises économiques. Ainsi, la Banque des règlements internationaux a créé des ratios. En 1988, elle a ainsi créé le ratio dit Bâle 1. Bâle 1 crée un ratio entre le fonds propre des banques et le montant de leurs engagements de l'ordre de 8%. Suite à la crise économique, la BRI a ensuite créé Bâle 3. Bâle 3 renforce profondément le montant total des fonds propres que doivent détenir les banques et impose également aux banques un coussin dit contracyclique, c'est-à-dire un matelas de sécurité pour faire face aux crises et que les banques vont petit à petit approvisionner en période de croissance économique et dans lequel elles vont pouvoir puiser en période de crise économique. Le deuxième volet de la régulation financière, c'est la supervision bancaire. En effet, par ce volet, les autorités publiques vont veiller au respect des règles prudentielles de la part des banques, et ce, afin d'éviter les comportements risqués qui pourraient déboucher sur des crises. Ainsi, dans la zone euro, la Banque centrale européenne a créé un mécanisme, le mécanisme de surveillance unique, qui vise à surveiller le comportement des banques de très grande taille. De même, suite à la crise de 2008, en 2009 plus précisément, le G20 a créé le Conseil de stabilité financière. Ce conseil établit chaque année la liste des banques dites systémiques et les surveille de très près. Ces banques systémiques, pour rappel, sont les banques dont les difficultés peuvent avoir des conséquences négatives sur l'ensemble du système financier. Pourquoi ce renforcement de la surveillance suite à 2008 ? Eh bien pour éviter le précédent de l'absence de réaction de la Banque centrale américaine face à la faillite de Lehman Brothers. En effet, la Banque centrale américaine, le Trésor américain, aurait dû prendre conscience du caractère systémique de Lehman Brothers et, petit d'un, essayer de surveiller les activités financières de Lehman Brothers, petit deux, essayer d'encadrer
les activités et veiller à l'absence de prise de risque de la part de Lehman Brothers. Et petit 3, veiller à lui venir en aide en tant que prêteur en dernier ressort, car eh bien, Lehman Brothers étant une banque à caractère systémique, ces difficultés peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble du système financier, comme ce fut le cas. Néanmoins, comme vous le savez bien, on ne refait pas l'histoire.